Les États-Unis étaient l'enfant de l'Europe. Leur sinologie n'en est pas une exception. Depuis septembre 1945 et la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine a pris une place de plus en plus importante dans le monde. La sinologie, autrefois considérée en Occident comme une branche d'études insignifiante et éloignée de la vie réelle, s'est transformée en études sur la Chine. Cela inclut les études de la politique, l'économie et le développement social de la Chine moderne. La sinologie est remplacée par les études sur la Chine à l'initiative des États-Unis. La sinologie américaine, en lieu et place de l'Europe, devient le courant principal d'études sur la Chine à l'étranger. En 1968, le mouvement des étudiants français a gagné l'Europe. Les États-Unis n'étaient pas à l'abri. Immobilisés au Vietnam, ils étaient bouleversés par les manifestations anti-guerre et le mouvement des étudiants. Parfois, Wakeman devait apaiser ses étudiants. Influencé par la fluctuation mondiale, il réfléchissait à la raison cachée derrière. En 1970, Wakeman a fini son livre « Histoire et volonté, les perspectives philosophiques des pensées de Mao Zedong », dans lequel il a essayé de répondre « De quelle pensée s'est nourrie une grande personne comme Mao ?» He loved sort of flamboyant historical figures, people of courage, people who were a little bit wild, people who had something exciting to say. Both Joe Levinson and Fred Wakeman were out there all the time politically as well. And so both in the classroom and in their personal lives, what they were showing you was the complexity of the choices that must be made if you care about preserving history in the modern world. Hiver 1992, à l'hôtel Hilton. Wakeman venait d'être élu président de la Société américaine d'histoire. Il donna un discours spécial, Navigation vers le lointain. À l'âge de 6 ans, Frederick Wakeman a suivi son père avec toute sa famille pour prendre l'itinéraire de colons en mer. Leur destination était la Chine. Mais la panne de leur bateau leur a empêché de continuer leur voyage. Dans le discours d'un style original de Wakeman, l'histoire se mêlait à l'individu, la narration à la réflexion, la vue macroscopique à la vivacité des détails. 贯穿了起码是三条历史主线，一个是美国的大背景，美国作为一个帝国，它在亚太地区，美国本身的这个历史，简单的作为大背景。然后呢，他自己的家庭，他自己个人的成长史，从小时候跟着父亲远航，这个远航呢，他也指呢，这是他精神上的一次经历。从小到大，他精神上就 intellectually 和 culturally 他是怎么样成长。Dans cette navigation, arrêtée à mi-chemin, Wakeman a entendu pour la première fois parler de rumeurs sur les clandestins chinois. Il a ainsi formé une idée que les Chinois étaient doux et soumis à la merci de toute exploitation, ce qui piqua sa curiosité envers la Chine. 60 ans après, en 2002, quand Frederick Wakeman, dans son fauteuil roulant, est pour la dernière fois sur le territoire chinois qu'il a navigué toute sa vie, son idée initiale sur ce territoire n'est plus ce qu'elle était. Les Chinois ne sont pas des esclaves, ni des sacrifices aux exploiteurs. Au contraire, ils ont chez eux une résistance et désobéissance beaucoup plus positives. Son livre, une grande œuvre,
laisse entrevoir cette qualité des Chinois. Hat immer versucht, die Geschichte lebendig zu machen für seine Leser. Ja, also nicht nur für andere Experten zu schreiben, sondern auch zu sehen, wie Menschen gelebt haben, wie sie gehofft haben, wie sie gefürchtet haben, gelitten haben, wie sie geliebt haben in der Vergangenheit. Und das sind alles sehr wichtige Aspekte der Vergangenheit, die natürlich in der Theorie der Geschichte ein bisschen wegfallen. On qualifie ce livre d'œuvre monumentale, visionnaire, ambitieuse et d'une grande capacité narrative. C'est un livre historique, présentant la vision du monde et un point de vue international. John Fairbanks a prodigué ses louanges à Wakeman dans New York Reviews of Books. Pour tous ceux qui s'intéressent à la Chine, à partir de maintenant, ce livre est la référence. Fin de l'automne 1998. Un accident médical rend Frederick Wakeman handicapé. Au lieu d'accuser son médecin, il se plonge tout de suite dans les études de Dai Li, surnommé roi d'espionnage dans le Kuomintang, et la gestion du centre d'études de l'Asie de l'Est. Alors que la vie dans le fauteuil roulant l'accable et l'essouffle, Liang He, traductrice originaire de Chine, est entrée dans sa vie. Attirée par le talent et la volonté invincible de Wakeman, elle a décidé de passer le reste de sa vie avec lui. 他就觉得一个人，我们生命个人是很微小的，啊，这个历史也是很无情、很像潮流一样一闪而过的。那么我们人不能为自己的生存，就是为生存而生存，没有意义。人要献身于一个大于自己的东西。 所以他把这个这是他的定义，而且为他付出，他成为你的生命的一种导航仪。 La vie n'a de sens qu'après le dépassement de soi. Il s'agit de l'essence de l'esprit du confucianisme. Liang He se rappelle qu'un jour, elle a demandé à Wakeman « Tu as consacré ta vie aux études sur l'histoire chinoise. Si tu avais une vie prochaine, quel métier ferais-tu » Après réflexion, Wakeman a répondu « Toujours l'histoire chinoise ». En 1986, le bruit court que John Fairbanks a mal choisi le directeur du centre d'études. Car après la sortie en 1970 du livre « Révolte et ses ennemis de la fin de la Chine impériale », Philip Kuhn, directeur d'alors, n'a rien publié pendant une décennie. Kong Fei Li 他叫孔富里，这个名字到了中国的话，都会觉得有点太古老，或者甚至觉得那时候中国你正批林批孔，或者正对中国的儒家没有好感。我弄这么个名字会不会叫人家觉得啊？因为过去也有很多像幕府里，有老的那个传教士。En 1984, Philip Kuhn revient à Beijing et habite un hôtel soviétique près de la cité interdite. Chaque matin, il va recueillir des documents à vélo à la cité interdite. L'empereur Qianlong était juste une partie de ses études, jusqu'à ce qu'il trouve par hasard des documents enregistrés datant de 1736 à 1796. Ils décrivent des dossiers de Diaorun, voleur d'âmes. C'est aussi la première fois qu'il a appris ce mot, Diaorun. En 1768, un affolement annonciateur s'épandait dans toute la société chinoise. Une sorcellerie appelée voleur d'âmes se développait dans le pays. On disait que les gens, comme les tailleurs de pierre, les taoïstes et moines, pouvaient faire de la sorcellerie afin de rendre la victime malade et même la tuer avant de voler son âme. Les mesures d'extermination de la dynastie Qing ont touché 200 millions de Chinois. Ces dossiers complets soulèvent une grande curiosité chez Philip Kuhn. 教魂大概是有点翻错了，英文叫 soul stealer。soul stealer 的意思是说偷魂，
或者说中国黑巫术中那个摄人魂魄，把人的魂弄走，而叫魂的意思正好有点像招魂，是把人家从这个死了以后过去说魂魄走了，他想叫这个人活下来嘛，他就把那个魂兮归来。L'empereur, les officiers et les paysans ont leur propre vie et leurs propres soucis. Mais l'onde du choc causée par cette sorcellerie a produit le même effet négatif chez eux. Rien ne peut empêcher cet affolement. Philippe Kuhn termine son livre d'un ton triste et apitoyé. Automne 1990. Dans les plus grandes librairies, parmi les livres historiques recommandés, on trouve Voleur d'âme, Peur de la sorcellerie chinoise en 1768. Ce livre a non seulement reçu le prix Levenson la même année, mais aussi terminé la rumeur sur l'auteur. At the very time that the Qing dynasty had reached its height, its greatest glory. I mean, it conquered through the conquests of Qianlong. It was very possibly, as of the middle of the 18th century, it very possibly was the most commercialized society in the world. It had the highest standard of living in the world. So you had this irony that a country that was doing so well was also experiencing these troublesome changes that nobody knew quite what to do with. Au milieu du XVIIIe siècle, l'influence de l'Occident n'a pas encore atteint la Chine. Mais l'empereur Qianlong, quant à lui, était inquiet de la population mobile qui venait faire du commerce. Pourquoi était-il inquiet ? Le livre « Voleur d'âme » de Philippe Kuhn a complètement renversé l'idée établie de l'Occident envers la Chine. 因为在费正清那个时代有几个比较有名的理论，一个就是冲击回应，认为中国如果不受到西方的冲击的话，可能一直沿着自己的路走下去。 Autrement dit, sans l'invasion de l'Occident, la Chine ne se serait jamais développée. En 1960, la théorie « la réaction du choc » avancée par John Fairbanks s'est développée en modèle de base d'études scientifiques. It's the assumption that Kuhn really challenges. He's the first person, I think, first scholar to challenge this in writing. En réalité, en 1984, Cohen a critiqué la théorie de son professeur. Il a souligné qu'elle était héritière de la théorie centrée sur l'Occident, l'idée principale de la sinologie traditionnelle en Europe. 柯文提出了一个很重要的观点：中国中心观。他的中国中心观很大程度上还是在考虑什么呢？就是不同文明之间的这种交流和影响啊，应该是处在一种平等的位置上。 La Chine pose une question à laquelle le monde fait face. Pour déconstruire différentes civilisations, doit-on viser leurs différences ou leurs points communs? Les études américaines sur la Chine sont désormais entrées dans une nouvelle ère. Un autre crépuscule de soir d'été à l'université Yale. Spence vient de finir son cours. Ressemblant beaucoup à Sean Connery, célèbre pour avoir joué le rôle de James Bond, il y a souvent des passants qui lui demandent une photo ou un autographe. Avec le temps, il avoue en plaisantant « Je suis son frère ». En réalité, cette star par hasard est une perle éblouissante du domaine de la sinologie. Avec Philippe Kuhn et Frédéric Wakeman, ils sont appelés les trois élites de la sinologie. Ces œuvres exercent une grande influence sur la connaissance des Occidentaux et des Américains sur la Chine depuis 1980.
He's written a couple of books about American perceptions of China. To Change China, one of his early books, is one of them. Mario Ricci is another. And these books show how rather sophisticated Westerners have looked at China and how their views have varied. And also how China has surprised Westerners. 非常成功的小说家，因为我觉得书要那么畅销，最重要就是要会写，这是一个 the number one requirement， 这是没做的。就是说，如果他不搞历史，我想他是小说家。Au début des années 1970, à la bibliothèque de l'université de Cambridge, Spence a trouvé par hasard une collection en chinois, livre complet de bénédictions, écrit par un officier retraité, Huang Liuhong, 300 ans auparavant, pendant la période de Kangxi. Le livre relate tous les aspects de la vie d'un district. Il réussit à attirer l'attention de Spence. When a woman called Wang, or known as Wang Shi, had been found dead in the snow in Shandong province in the winter, with almost no clothes on, bitterly cold, and she was dead. And this page or two of recollections from this historian, Huang Liuhong, gave me exactly what I'd been sort of mentally searching for, which was a way of telling history completely from below. La ville natale de Wang, Tanshan, rappelle tout de suite à Spence le recueil des contes étranges du studio du loisir. Son auteur, Pu Songling, vient de la même ville. Il habite non loin du lieu de la mort de Wang. À la préface de la mort de Madame Wang, il écrit « Elle ressemble à une pierre réapparue sous la marée descendante. L'homme qui la voit brillante la ramasse mais regrette après, car la pierre, asséchée sous le soleil, perd son éclat. Par contre, l'histoire de Madame Wang devient de plus en plus vivante chez moi, comme la pierre qui transmet sa chaleur au corps de celui qui la tient dans sa paume. » Whether they were emperors at the top of the imperial hierarchy, or whether they were impoverished, the poorest of the poor at the bottom of the hierarchy, all of them came across as complete human beings. He interested in, I guess, the humanity in these people more than anything. It's not about the big sweep of history. It's not about revolution. It's not about these topics that are so obviously popular, but rather it's about whether it's woman Wang, Wang Shi, or whether it's Hu Ruowang, or whether it's Kangxi. Or he really tries to understand their humanity. L'humanité est éternelle et partagée dans le monde. En 2005, Spence organise une séance de dédicace au centre-ville de Taipei. Wu Bai, très ému, lui offre un bouquet de fleurs. C'est un chanteur très connu à Taipei, mais aussi un fidèle fan de Spence. Il dit à ce dernier que ses livres sont romantiques et fantastiques et qu'ils inspirent la création de ses morceaux. Spence lui demande « Quel livre avez-vous lu ?» Wu Bai cite toutes ses œuvres. Spence, après l'avoir écouté, est heureux. Pour un savant comme lui, ses œuvres sont plus importantes que sa vie. À la fin de l'été 1999, au Massachusetts General Hospital à Boston, un monsieur sourire aux lèvres
attend calmement sa mort. Souffrant de la réapparition de son cancer, il abandonne la lutte contre la maladie. Malgré tout, une affaire lui tient à cœur. C'est le travail retardé de traduction de son livre, Le monde de pensée en Chine ancienne. Ce monsieur est aussi un élève de John Fairbank, Benjamin Schwartz. 你跟他一握手，他的手啊像面团一样。肝癌做过手术，每年去，他别的事儿都忘了，他见这件他不忘。他说：“你那个书呢？”我说：“书还没有出来。”他说：“你叫我摸摸那个翻译稿也好啊，也没有。”但是呢，出版社呢，他当时说：“这个稿子还是要搁置。” Les jours s'allongent avec l'attente. Les souvenirs reviennent aux yeux. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Benjamin Schwartz, en service militaire, est envoyé décrypter les télégrammes du Japon. Il se plaint souvent de son travail monotone, jusqu'à un jour où il décrypta la décision de capitulation de l'empereur du Japon. La guerre est finie. Mais où est son avenir? Le destin ne favorise que les gens prêts. Un jour, Stars and Stripes, un quotidien officiel des États-Unis, a publié une brève. Inscription du programme d'études de la région de l'Asie de l'Est de l'université Harvard. Ce petit texte a attiré l'attention de Benjamin Schwartz. Ayant une maîtrise à l'université Harvard et connaissant plusieurs langues, il est admis tout de suite dans l'empire d'études sur la Chine de John Fairbank. Now, it was very possible, knowing him and knowing the way his mind, that while he was doing Japanese work during the war, he started getting interested in China and started learning on his own, started reading about China. Benjamin Schwartz venait d'une famille pauvre juive. Cela explique pourquoi il était généreux avec ses étudiants pauvres d'une part, et d'autre part, il était sensible à l'extension interne de différentes cultures, dont il critique l'idéologie de style acéré. En 1951, Benjamin Schwartz, de retour à l'université Harvard, a publié son premier livre d'études sur la Chine, Le communisme à la chinoise et la montée de Mao Zedong. 他提出一个预测，就是说中国共产党会走自己的道路，不会跟苏联完全一样。但是很多人就是认为，是吧？中国完全要套苏联那一套，啊，斯大林那过来，他不，他说果然后来很快的事实证明，所以他这本书啊，《毛的举止》这本书一举成名。 À l'époque, Fairbank était témoin de la dégradation de la situation politique et sociale de la Chine à la fin de la guerre de libération 1945-1949. Il était aussi l'ami des grands intellectuels. Réalisant l'éloignement des relations sino-américaines, il a eu l'envie de retourner la situation. Benjamin Schwartz se rappelle. À la rencontre de Fairbank à l'université Harvard, nous sommes tout de suite touchés par sa volonté irrésistible de rapprocher les deux pays. Dans le cercle autour de Fairbank, tout le monde cherche à trouver une réponse brève et précise pour la Chine en chaos, ce qui exerça une influence sur leurs études, sur les histoires modernes et anciennes de pensée. Benjamin Schwartz ne suivit pas leurs idées. His standpoint, the West was no less
problematic, no less full of contradictions than the Chinese side. And if you're going to study the encounter between the West and China, you have to go back and forth and study both sides and look at the details of both sides. 有一段我常常去看他，他到晚年也感觉到很寂寞，知道吧？不是这个 lonesome， 英文的 lonesome， 不是这 lonesome， 就是一种 solitude， 一种孤寂。他有一种晚年有一种孤寂之感，英文也许叫 solitude， 是吧？就是一个人呢，感觉到好像跟这个世界不合拍。 每次差不多都是那样，一打开，他有的时候呢，在那看书，但多半时间呢，他就一个人在那想。Le développement de la culture américaine depuis 300 ans pose un problème chez Benjamin Schwartz. Il ne condamne pas la démocratie et la science, mais elles ne sont pas non plus la solution de tous les problèmes. Tous les pays poursuivent la prospérité et la puissance, mais sont-elles réellement l'objectif ultime? Contrairement aux autres, il traite les civilisations chinoises et même humaines par l'étendue de ses connaissances. Il tâche de libérer les gens des limites. Peut-être 和他是一个犹太裔的这个学者是很有关系的，他们都有很强烈的人文主义精神。人文主义精神。他一说现在这个世界啊，富强是有了，那富强以后这人都往哪里去啊？这个整个人类这个大船呢、往哪里走啊？这个方向没有了。他说这个问题的话，他比较是实事求是，也很谦虚。他说我们跟严复一样，他说一人包括他自己，在漂泊这个大海中间，漂泊无际，不知道往哪里去。Le 14 novembre 1999, Benjamin Schwartz décéda. Ce qui est regrettable, c'est qu'il n'avait pas pu voir la traduction en chinois de son livre « Le monde de pensée en Chine ancienne ». Mais il a dit « Certains aiment la Chine, certains détestent la Chine, je respecte la Chine ». Les études américaines sur la Chine ne sont plus une frénésie ou une animosité envers une Chine exposée au musée. Elles représentent un respect et une compréhension mutuelle entre les deux grands pays que sont les États-Unis et la Chine. Un navire chargé de milliers d'années de civilisation chinoise navigue toujours.